Bonjour mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver sur le www.radio.jena.info. L'on assiste à l'émergence d'une nouvelle culture, celle de la responsabilité pénale en matière des crimes internationaux, que l'on appelle aussi culture de la ferme de l'impunité. En ce sens, plusieurs tribunaux internationaux ont été mis sur pied pour poursuivre les auteurs des crimes internationaux. Que savoir de la justice internationale? C'est le thème de ce nouveau numéro de votre émission, L'heure du droit, qui reçoit pour ce jour le doctorant Alphonse Solim Aleka, doctorant en droit public. Alphonse Solim, bonjour. Oui, bonjour monsieur Atibo. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, justice internationale, justice pénale internationale, ça sera le thème de notre émission. Quand on parle de justice pénale internationale, qu'est-ce qu'il faudrait comprendre pour vous qui êtes les publicistes internationaux? Voilà. Merci. En fait, justement, la notion de justice pénale internationale peut s'entendre du jugement ou de la répression des crimes internationaux par les organes et mécanismes créés à cet effet. Donc, il s'agit en réalité de l'ensemble des organes et mécanismes chargés d'engager les poursuites contre les auteurs des crimes graves au regard du droit international. Alors, s'il faut poursuivre les gens qui ont commis des crimes graves sur le plan international, quelle doit être alors l'organisation de cette justice pénale internationale, Solim? L'organisation de cette justice pénale internationale, je dirais justement, elle part des juridictions d'abord nationales. Puisqu'il appartient au premier chef, aux tribunaux et aux cours internes donc, des États, d'engager des poursuites contre les auteurs des violations graves des droits de l'homme. Et donc c'est lorsque ces juridictions nationales sont dans l'incapacité ou n'ont pas la volonté de poursuivre que les juridictions donc, internationales se chargent en fait d'engager les poursuites. Donc justement, ça part des juridictions nationales. Et après les juridictions nationales, justement, les juridictions internationales aussi donc, se saisissent de l'affaire. Donc si, bien sûr, les nationales n'ont pas pu engager les poursuites comme il le fallait. Et donc, justement, il y a plusieurs catégories de juridictions internationales qui existent. Nous avons d'abord les juridictions pénales spécialisées ou internationalisées. Alors, comme par exemple, on a vu le tribunal international pour le Rwanda ou bien la Yougoslavie. Justement, ça c'est une catégorie donc, de juridiction internationale spécialisée et donc comment on appelle encore juridiction pénale ad hoc. Parce que justement leur champ de compétences est limité dans l'espace et dans le temps, donc par rapport à un conflit donné. Et donc, dans cette catégorie donc, des juridictions spécialisées et internationalisées, nous avons aussi les juridictions pénales mixtes, justement, à l'instar donc du tribunal spécial pour la Sierra Leone et des chambres extraordinaires africaines. Voilà. À côté donc, de ces juridictions aussi, à l'origine, nous avions dès 1946 les juridictions pénales militaires, donc de Nuremberg et de Tokyo, dont l'intérêt aujourd'hui quand même est historique. Voilà, donc voilà pour ce qui concerne les juridictions internationales spécialisées. Alors pour ce qui est donc à côté de ces juridictions, nous avons donc la Cour pénale internationale, la CPI. La CPI justement. Qui fait parler surtout d'elle avec le cas Gbagbo. Justement, il y a plusieurs autres affaires justement qui sont pendantes devant cette juridiction. Donc elle, à la différence des autres juridictions internationales, est une juridiction permanente et à vocation universelle. Voilà. Alors, à comprendre très bien, les tribunaux pénals internationaux spécialisés, il est limité dans le temps et dans l'espace. Ils concernent peut-être un conflit donné à un moment donné. Justement, voilà, c'est ça en fait, la différence. Et ça. La Cour pénale internationale, elle est là, universelle, peut se saisir de tout à tout moment. Oui, en fait, elle est permanente. Elle a été instituée par la communauté internationale pour, comment on appelle ça, engager des poursuites contre les auteurs des crimes internationaux. Mais elle est permanente, mais on dit qu'elle est à vocation universelle. Ça ne veut pas dire qu'elle est universelle, en fait, justement. Elle est à vocation universelle. Donc, attention à ça. Maintenant, quand on sait que chaque tribunal a un champ de compétences, à ce niveau de la Cour pénale internationale ou bien de la justice pénale internationale, quel est le champ de compétences de ces différentes juridictions?
Voilà, justement, le champ de compétences, je pense, de ces juridictions, ou bien de la CPI, justement, dont nous venons de parler, comporte à la fois, peut être justement examiné sous l'angle de la compétence matérielle, l'angle de la compétence territoriale, l'angle de la compétence personnelle et l'angle de la compétence temporelle. Alors, la compétence matérielle, en fait, il s'agit en réalité de savoir quelles sont les infractions que la CPI, pour lesquelles donc justement la CPI est compétente. Et là, justement, l'article 5 du statut de Rome précise justement que la CPI est compétente pour les crimes de guerre, les crimes de génocide, les crimes d'agression et les crimes contre l'humanité. En ce qui concerne la compétence territoriale, justement, la question qui se pose, c'est de savoir quel est le ressort territorial sur lequel la compétence de la CPI peut se déployer. Et donc là, justement, il s'agit en réalité, en principe, du territoire des États partis au statut de Rome. Ça, c'est conformément donc à un principe classique justement du droit international. C'est-à-dire ceux qui ont ratifié le traité de Rome, justement. Quant à la compétence personnelle, justement, elle est relative justement aux individus donc, qui peuvent voir leurs responsabilités engagées devant la CPI. Et donc là, c'est que la CPI juge essentiellement les individus. Et donc les individus, à l'article 25, du statut de Rome, c'est prévu que seuls les individus sont compétents, peuvent donc être jugés par la CPI, par analogie donc à la CIJ, Cour internationale de justice, qui n'engage que la responsabilité des États. Et donc, par rapport à la compétence rationnelle temporis, ou la compétence temporelle, c'est que la compétence de la CPI n'est pas rétroactive. Et donc, la CPI ne peut donc statuer que sur des faits criminels qui ont eu lieu après l'entrée en vigueur de son statut le 1er décembre 2002. Donc, c'est-à-dire la CPI ne peut pas poursuivre quelqu'un qui aurait pu commettre un génocide au-delà avant 2002. Justement. Ok. Maintenant, vous avez parlé de cette Cour pénale internationale CPI qui est à vocation universelle. Est-ce que je dois comprendre par là que c'est une juridiction universelle? Non, elle n'est pas universelle. Elle n'est pas universelle parce que son champ de compétences ne s'étend en principe pas à tous les États de la communauté internationale. En fait, justement, l'esprit de ces géniteurs, c'était justement de faire une juridiction qui pourra brasser autant que possible. Et donc, voilà. Mais justement, lors de son institution, certains États, justement, sont réticents. Aujourd'hui, justement, plusieurs États, même des plus importants entre griffes, n'adhèrent pas. Voilà, les États-Unis, la Russie, qui ont, comment on appelle ça, signé sans donc ratifier le statut. Donc, ça fait justement que ils ne sont pas toujours partis. Alors, mais justement, contrairement à d'autres juridictions, la CPI quand même a la possibilité d'étendre son champ de compétences à certains États non partis. Et ça, c'est vraiment un phénomène, en fait. C'est vraiment... Justement, pourquoi m'engager, pourquoi me poursuivre alors que vos traités ne me concernent pas? Par exemple, on sait que c'est le cas qui se pose aujourd'hui avec les Soudanais, Omar el-Béchir par exemple. Oui, c'est la question, l'exemple le plus saisissant en la matière justement, c'est l'affaire du président soudanais Omar Hassan Ahmad al-Béchir, qui justement, malgré que le Soudan n'est pas parti au statut de Rome, a fait l'objet de poursuites par cette juridiction. Et là, justement, il importe de préciser que les textes du statut de Rome prévoient la possibilité pour le Conseil de sécurité des Nations Unies, justement, d'engager des poursuites. Et donc, c'est sur le fondement de l'article 13b du statut de Rome que de telles poursuites sont possibles. Et donc, en réalité, l'affaire Omar al-Béchir se justifie en fait par le fait que le Conseil de sécurité, justement, qui, sur le fondement du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, est chargé donc d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité à l'échelle internationale, justement, a la possibilité de saisir la CPI si il estime que les faits criminels donc, en question
donc où la situation en question justement revêt le caractère d'une menace à la paix et à la sécurité internationale. Et donc c'est sur ce fondement que le Conseil de sécurité donc a pu en fait saisir la Cour pénale internationale. Là aussi peut-être. Mais ce que nous médias nous reprochons souvent cette Cour pénale internationale, c'est parfois de choisir ce qui doit poursuivre. C'est surtout les Africains simplement qu'on poursuit beaucoup plus au niveau de la Cour pénale internationale. C'est un problème justement d'extrême actualité, puisque justement selon les Africains, et justement au regard de ce que nous constatons, ce sont les citoyens africains qui sont majoritairement poursuivis par la CPI. Mais nous devons aussi ne pas perdre de vue que ce sont les Africains aussi qui, lors de la genèse, lors de la gestation de cette juridiction, se sont le plus manifestés. Les États africains ont adhéré au statut de Rome. Et c'est grâce à leur adhésion massive que cette juridiction a pu voir le jour. Puisque justement, avant l'entrée en vigueur du statut de Rome, il est prévu 60 ratifications. Les États africains font partie, donc, si je ne m'abuse, de cette majorité qui a fait naître cette juridiction. Donc, à la base, ils étaient animés par l'intention de déférer peut-être certains citoyens devant cette juridiction. Et donc aujourd'hui, ça les rattrape eux-mêmes, les dirigeants. Peut-être ça peut les rattraper, dans une certaine mesure. Mais lorsque vous analysez les situations, vous allez vous rendre aussi à l'évidence que les faits criminels qui sont reprochés aux Africains sont avérés. Dans une certaine mesure, c'est avéré. Et donc, bon, nous ne disons pas que... voilà, vous voyez un peu, c'est un peu clair quoi en fait. Vous êtes bien sûr sur le www.radio.jena.info dans votre émission L'heure du droit qui parle pour ce nouveau numéro, bien ce numéro de la justice pénale internationale. Et nous sommes avec le doctorant en droit public Solim Alphonse Aleka. Alors, ce qui m'amène à poser la question, le droit international pénal, c'est quoi? Alors, justice pénale internationale, droit pénal international, est-ce que ce ne sont pas des thèmes qui nous amènent peut-être le profane à l'amalgame? Peut-être. Ces notions quand même méritent d'être nuancées. Parce que justement, il existe une petite différence du point de vue théorique. Mais en pratique, bon, des fois elles sont interchangeables. Mais il convient quand même de faire la nuance. Le droit international pénal, en fait, justement, peut s'entendre donc d'une branche du droit international qui s'intéresse aux aspects donc pénaux donc du droit de la matière quoi, du droit international. Alors aujourd'hui, vous avez parlé de la Cour pénale internationale ou bien de ces tribunaux pénaux internationaux qui ne peuvent que juger des individus d'un État. Est-ce qu'aujourd'hui, nos États qui n'ont pas assez de moyens peuvent décider eux-mêmes de déférer leurs citoyens devant la Cour pénale internationale, ou c'est cette Cour qui prend l'initiative? En fait, par principe, comme je l'avais souligné d'entrée de jeu, il revient en principe aux États, au premier chef, d'engager la responsabilité pénale internationale, en principe, à travers leur juridiction nationale. Et donc, justement, c'est lorsqu'ils n'ont pas les moyens, n'ont pas la capacité, que la Cour pénale internationale peut se saisir donc de la situation. Et donc, justement, en tant que tel, justement, les États les moins nantis peuvent connaître justement des difficultés de financement, parce que la procédure pénale internationale est très budgétivore, justement. Donc, ça appelle vraiment d'importants moyens financiers. Et donc, les enquêtes et consorts, c'est suffisamment, extrêmement cher. Donc, alors, pour les États africains, est-ce que ces États africains, aujourd'hui, ont-ils une certaine juridiction qui peut se substituer peut-être à la Cour pénale internationale ou bien aux tribunaux spécialisés? Est-ce que les Africains peuvent-ils se mettre ensemble pour essayer de mettre en place quelque chose de ce genre? Oui, vous êtes en train de poser une question d'extrême actualité, et justement sur laquelle le débat n'est pas encore tranché sur ce sujet, puisque les États africains sont en train de vouloir donc justement mettre en place une juridiction pénale internationale africaine. Alors, la question qui se pose est de savoir, est-ce que ce n'est pas une juridiction justement pour défier la Cour pénale internationale, ou bien est-ce que c'est vraiment une juridiction qui vise à observer les standards de la justice pénale internationale qui sont donc posés par le droit international pénal? Là, ce sont des questions qui méritent d'être posées. Alors là,
nous n'allons pas nous prononcer immédiatement sur ce sujet, mais bon, c'est une question quand même qui est en cours. Oui, c'est une question qui doit être forcément d'actualité quand on sait que Hissène Habré, l'ancien président tchadien, sa justice, comment est-ce qu'il faudrait le juger, un tribunal spécial à Dakar, le financement, ça a posé d'énormes difficultés. Voilà ce qui a sous-tendu ma question. Justement. Voilà. Justement. Alors, ensuite, vous avez parlé également de la Cour internationale de la justice. Est-ce que c'est une cour également qui est pénale? Comment est-ce qu'elle peut fonctionner, cette CIJ? Oui, la Cour internationale de justice, contrairement, n'est pas pénale. Et donc, elle est chargée d'engager la responsabilité des États, donc en droit international. Et donc, elle n'engage pas des poursuites contre les individus. Et donc, c'est la difficulté majeure. Donc, ce sont les États, en fait, qui sont justiciables devant la CIJ. Voilà. Voilà. Maintenant, pour la cour, pour cette CIJ, cette Cour internationale de justice, est-ce que ce sont les individus, les ressortissants d'un État qui peuvent saisir cette cour, ou comment se fait la saisine de cette cour? Laquelle? La CPI ou la CIJ? La CIJ d'abord, avant d'arriver à la CPI. Oui, la CIJ, en fait, justement, si je ne m'abuse, est saisie par les États. Par les États. Donc, qui sont considérés comme les sujets par excellence du droit international. Et donc, ce sont les États qui saisissent donc, la CIJ. Voilà. Et au niveau de la CPI, est-ce que, voilà, si aujourd'hui les Togolais se sentent martyrisés par un futur dirigeant, comment est-ce que ce sont ces ressortissants qui vont aller le chercher? Parce que si le président en place martyrise son peuple, et c'est à lui de saisir la Cour pénale internationale, ça ne pourra pas se faire. Oui, mais en fait, justement, la Cour pénale internationale, malheureusement, ne peut être saisie par des individus. Donc, ce sont les États. C'est de l'injustice. Ah, bon, non, pas tout à fait, mais il y a une possibilité quand même pour les individus. Ce sont d'abord les États, ensuite le Conseil de sécurité, et enfin le procureur lui-même qui peut donc engager des poursuites proprio motu, donc à sa propre initiative. Mais bon, les informations en fait peuvent remonter des individus vers les États. Et même vers le procureur. Et donc, un peu, vous voulez nous demander à nous, les médias, peut-être de jouer ce rôle, de relever peut-être ces insuffisances-là pour que peut-être le procureur de la Cour pénale puisse s'en saisir. Peut-être, puisque en droit international pénal, les médias ont fait cette preuve quand même, mais justement, il faut le rappeler que le Togo n'est pas un État parti au statut de Rome. Et donc, justement... ça pose problème. Ça serait donc difficile, même si les médias tentent. Il faut peut-être que le Conseil de sécurité puisse prouver qu'il y a une menace à la paix et à la sécurité internationale avant de peut-être pouvoir mettre en branle le mécanisme. Alors que, bon, justement, nous ne sommes pas dans un pays en guerre. C'est souvent pour ces pays-là, justement, que facilement le Conseil de sécurité peut se saisir sur cette question. Lorsqu'il y a génocide, violation extrême des droits de l'homme. Et là, vous nous apprenez, le Togo, depuis 2002, le statut de Rome, on n'y est pas? Malheureusement, nous ne sommes pas dans l'esprit des dirigeants. Mais le Togo n'est pas encore parti. Peut-être que quelque chose est en train d'être fait, mais bon, le Togo n'est pas encore parti au statut de Rome. Et donc, ça pose vraiment problème par rapport à cet aspect. Voilà, le Togo qui n'est pas encore parti au statut de Rome, et l'heure du droit vous informe ainsi, et on attendra de voir ce que les dirigeants feront en ce sens et permettront à la population quand même d'être mieux protégée et aux dirigeants de prendre plus de responsabilités dans la protection de leur peuple. Nous sommes dans l'émission L'heure du droit avec le doctorant Solim Aleka. Quels sont les sujets du droit pénal international? Je l'avais souligné d'entrée de jeu. Et donc, d'abord, ce sont les individus qui sont en réalité les sujets par excellence du droit international pénal, justement. D'accord. Merci à vous, Alphonse Solim Aleka. Je rappelle que vous êtes doctorant en droit public. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce numéro. Peut-être vous avez un mot à placer. Nous n'avons pas grand-chose à dire, à part saisir cette occasion pour remercier la radio web Radio Djena pour cette initiative que nous saluons,
puisque justement elle contribue à apporter de la lumière aux citoyens sur des questions juridiques. Et donc, c'est vraiment une initiative à saluer. Merci, je pense que ça ne sera pas la première et la dernière fois. Vous reviendrez dans ce studio lorsqu'il s'agira des questions liées au droit public, parce que c'est votre spécialité. Vous avez décidé de ne pas faire le droit privé comme certains. Oui, bon. En tout cas, justement, nous avons choisi le droit public. Et donc, nous sommes en spécialisation, en fin de cycle en droit international. Donc, nous sommes en droit public, nous avons aimé le droit public. Donc, bon, spécialisation droit international, j'espère vous retrouver à la CPI. Si l'avenir décide. Merci à vous quand même de vous être déplacé. C'était votre émission L'heure du droit sur le www.radio.jena.info. On se retrouve tous les samedis à partir de 10h pour vous parler d'une question ou d'un sujet sur l'actualité qui est relatif au droit. Merci de nous avoir suivis. Je suis Eli Erikatipo. Rémi Oupati était à la mise en onde. Restez toujours câblés sur le www.radio.jena.tg ou alors téléchargez notre application Radio Jena dans Play Store et puis vous avez tous nos programmes.